Vous êtes sur CCTV Français, bonjour à tous, on commence sans plus tarder avec les titres de cette émission. Le ministre chinois des Affaires étrangères réaffirme la légalité des revendications chinoises en mer de Chine méridionale. Un attentat à la voiture piégée a fait au moins 28 morts et 61 blessés mercredi soir en plein centre d'Ankara. Mercredi en Syrie, des camions transportant ravitaillement et médicaments ont finalement pu accéder à 5 zones assiégées. L'OMC s'est prononcé en faveur de producteurs chinois d'acier dans un litige avec l'Union européenne. Et enfin, l'Académie chinoise des sciences a dévoilé un ambitieux programme de recherche sur les ondes gravitationnelles. Et nous ouvrons ce journal avec les tensions en mer de Chine méridionale. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi affirme que le rejet par la Chine du processus d'arbitrage déposé par les Philippines dans le cadre de revendications territoriales respecte bien le cadre législatif. Il a fait ces remarques après une réunion avec son homologue australienne Julie Bishop à Beijing mercredi. L'Australie exige une résolution des différends en mer de Chine méridionale de manière pacifique, ce qui comprend un processus d'arbitrage. La Chine suit en fait la loi internationale en n'acceptant pas l'arbitrage concernant la souveraineté et les droits maritimes. Parce qu'après avoir rejoint la Convention des Nations Unies sur la loi de la mer en 2006, la Chine a publié une déclaration selon les droits accordés à la Chine par l'article 298 de l'UNCLOS. Nous avons publié une déclaration gouvernementale pour que la Chine ne soit pas assujettie aux mesures de règlement obligatoire. Le gouvernement chinois continuera à soutenir la déclaration. Le ministre a fait la liste des raisons pour lesquelles la tentative d'arbitrage des Philippines, d'abord faite en 2014 à un tribunal de l'ONU, est invalide et inacceptable. Il a dit que c'était un geste unilatéral par les Philippines qui va à l'encontre des normes internationales d'arbitrage et qu'ils n'ont pas encore épuisé d'autres moyens pour arriver à une résolution. Wang Yi a aussi dit que n'importe quel déploiement d'armement sur le territoire de la Chine serait légitime. Cette précision était en réponse à des déclarations occidentales qui prétendent qu'un système de missiles solaires avancé a été déployé sur l'une des îles contestées en mer de Chine méridionale. J'espère que les médias, d'où qu'ils soient, y compris ceux des pays occidentaux et d'Australie, porteront davantage leur attention sur les phares que nous avons construits sur certaines des îles que nous utilisons en mer de Chine méridionale. Ces phares, aujourd'hui en fonction, sont très utiles à la sécurité des embarcations naviguant dans les environs. Ils peuvent aussi s'attarder sur les installations de prévision météorologique et autres que nous prévoyons de construire pour offrir un abri, assistance, secours et intervention d'urgence aux bateaux de pêche. En tant qu'État le plus vaste de mer de Chine méridionale, la Chine a pris des mesures assurant biens et services à la communauté internationale. Elle joue également là un rôle positif. De plus, les installations limitées et nécessaires d'autodéfense que la Chine a construites sur les îles et récifs où est stationné le personnel chinois sont cohérentes avec le droit qu'a la Chine d'assurer sa protection et sa défense dans le cadre du droit international. Cela ne devrait être l'objet d'aucun doute. Le ministre chinois des Affaires étrangères a aussi souligné que la démilitarisation profite à tous, mais ce concept ne peut pas être appliqué à un seul pays ou avec des normes variables ou même multiples. Il a également affirmé que la démilitarisation en mer de Chine méridionale a besoin d'efforts communs de pays de la région, mais aussi de l'extérieur. Le ministre chinois des Affaires étrangères a dit que la Chine a remarqué que pendant les réunions récentes entre les États-Unis et l'ASEAN, les deux parties ont promis de démilitariser la région. Il a conclu en disant que la Chine espère qu'ils pourront respecter leurs paroles. Le ministère chinois des Affaires étrangères a répondu mercredi à une déclaration lors d'un point presse régulier. L'annonce a été faite après 2 jours de réunion en Californie entre les États-Unis et l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Le porte-parole chinois Ronglé
a dit qu'attiser les tensions autour du problème de la mer de Chine méridionale ne sert pas les intérêts de la région. Nous souhaitons développer nos relations avec les États-Unis et l'ASEAN. Nous espérons que nos liens pourront permettre d'accélérer l'interaction et la coopération régionale et maintenir la paix et la stabilité dans la région. Nous avons remarqué que certains pays cherchent à attiser les tensions autour de la question de la mer de Chine méridionale, mais la plupart des pays de l'ASEAN s'y opposent car cela pourrait être dommageable à la paix et à la stabilité, ainsi qu'à la confiance politique entre pays. Le ministre Hong Lei a également répondu aux commentaires du président américain Barack Obama en disant que l'ensemble des parties concernées par les disputes devraient résoudre le problème par un arbitrage. Il a dit que les États-Unis devaient cesser d'essayer d'attiser les tensions dans la zone. Il a ajouté que les États-Unis ne sont pas concernés par ces disputes et qu'ils devraient favoriser une bonne atmosphère pour permettre de trouver une solution pacifique. M. Hong Lei a dit à nouveau que l'océan Pacifique est assez vaste pour la Chine et les États-Unis et que ces derniers devraient se rappeler que les intérêts des deux pays sont très liés. Un attentat à la voiture piégée visant un convoi militaire a fait au moins 28 morts et 61 blessés mercredi soir en plein centre d'Ankara. Le pays est confronté depuis plusieurs mois à des attentats djihadistes et à des violences liées à la reprise du conflit kurde. Selon le gouverneur de la capitale turque, Mehmet Kılıçdaroğlu, cité par les médias locaux, cette attaque avait pour cible les bus de l'armée situés près de la place Kizilé, où se trouvent également de nombreux ministères, l'état-major de l'armée turque et le parlement turc. Très puissante, l'explosion a été entendue dans une large partie de la ville et a semé la panique parmi ses habitants. De nombreuses ambulances et des véhicules de pompiers ont été dépêchés sur les lieux qui ont été au préalable sécurisés par un important cordon de forces de l'ordre. Cet attentat n'a encore fait l'objet d'aucune revendication, mais le président Recep Tayyip Erdogan a immédiatement promis de riposter. Une réunion prévue jeudi à Bruxelles entre un groupe de 11 pays de l'UE, dits volontaires, pour se répartir davantage de réfugiés arrivant de Turquie, a été annulée suite à cet attentat. Mercredi, la Turquie a bombardé les positions kurdes en Syrie des unités de protection du peuple, et cela en dépit des appels de la communauté internationale pour qu'elle cesse. Ankara considère que la milice est une extension du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, une formation qu'elle considère comme illégale. Depuis une trentaine d'années, le PKK combat pour obtenir l'autonomie du sud-est kurde de la Turquie. Profitant des raids aériens russes pour prendre des territoires à proximité de la frontière turque, les unités de protection du peuple ont avancé. Cette rapide évolution a provoqué l'ire d'Ankara, même si les États-Unis soutiennent la milice, considérant qu'elle représente sa meilleure chance de battre le groupe État islamique. Washington a appelé les unités de protection du peuple à cesser toute action qui pourrait aggraver les tensions dans le nord de la Syrie. Les États-Unis ont également exhorté Ankara à mettre un terme aux bombardements ciblant les unités de protection du peuple. À l'heure actuelle, la situation menace de creuser un fossé entre les alliés de l'OTAN, la Turquie et les États-Unis. Le Croissant Rouge arabe syrien a confirmé qu'environ 100 camions transportant de la nourriture et des médicaments de première nécessité étaient entrés mercredi dans 5 zones assiégées de Syrie. 3 de ces zones sont contrôlées par les forces gouvernementales syriennes, tandis que les 2 autres sont contrôlées par les rebelles. Dans plusieurs endroits de ces 5 zones, on a dénombré des dizaines de morts dus à la faim. Les Nations Unies estiment que des centaines de personnes sont prises dans des combats et dans des blocus délibérés mis en place par les différentes forces combattantes. On estime que 18 communautés syriennes sont assiégées, affectant ainsi près d'un demi-million de personnes. Le gouvernement syrien a autorisé l'aide humanitaire dans des zones auparavant inaccessibles suite à un accord trouvé la semaine dernière entre grandes puissances à Munich. Aujourd'hui, nous apportons de l'aide à un grand nombre de civils. 42 000 personnes à Madaya et Bikain, 20 000 personnes à Kefraya et à la fois dans la province d'Idlib, ainsi que 30 000 personnes à Mouadamia. L'ensemble de ces livraisons ont eu lieu en même temps.
Le siège doit être levé dans toutes les zones de conflit, car les personnes qui subissent ces sièges sont des civils et ces civils souffrent. L'ex-vice-président du Zimbabwe, Joyce Mujuru, a officiellement inscrit son parti People First auprès de la commission électorale du pays. C'est en 2014 que Joyce Mujuru avait été exclue de l'Union nationale africaine du Zimbabwe, front patriotique et du gouvernement. Elle était alors accusée d'avoir tenté de destituer le président Robert Mugabe par des actions illégales. L'enregistrement du parti de Joyce Mujuru confirme les rumeurs persistantes depuis sa chute. People First pourrait attirer de nombreux partisans du parti de l'Union nationale africaine du Zimbabwe, Front patriotique. Au sein des structures de l'Union nationale africaine du Zimbabwe, Front patriotique, il y a des gens, et cela de la base jusqu'aux plus hautes instances, qui continuent d'apprécier Mujuru et qui ne sont pas satisfaits de la façon dont laquelle elle a été traitée et démise de ses fonctions. Le commissaire de politique nationale de l'Union nationale africaine du Zimbabwe, Front patriotique Savio Kasukuwere, a qualifié cet enregistrement de non-événement. Il a ajouté que plus de 100 autres partis s'étaient inscrits auprès de la commission et que le parti au pouvoir n'est pas inquiet par cette dernière inscription. Mais pour certains, il est clair que Joyce Mujuru pourrait bouleverser le paysage politique. Pour la première fois depuis 1980, nous avons une nationaliste forte, avec des références de libération incontestables, en rupture non seulement avec le parti au pouvoir, mais aussi avec les principaux nationalistes, avec des références incontestables, qui mettent maintenant au défi un groupe de révolutionnaires qui se trouve être le parti au pouvoir. Certains ont estimé que Joyce Mujuru pourrait s'allier à d'autres personnalités de l'opposition, à l'image du grand rival de Robert Mugabe, Morgan Tsvangirai. Cela pourrait se traduire par une large coalition qui s'opposerait à l'Union nationale africaine du Zimbabwe au 2018. Mais la direction de cette coalition devrait être disputée. Je pense que Morgan Tsvangirai se voit comme le prince de l'opposition qui attaque à Mugabe depuis 2000. Nous pourrions avoir une telle coalition, mais pas au sein des principaux partis d'opposition. Peut-être que les principaux partis pourraient fusionner avec l'Union nationale africaine du Zimbabwe, Front patriotique, actuellement au pouvoir, est aujourd'hui en proie à des querelles internes qui, pour beaucoup, paralysent le gouvernement et anéantissent les efforts visant à redresser l'économie. L'opposition pourrait trouver un terrain d'entente autour de la mauvaise gestion économique africaine du Zimbabwe, Front patriotique, et soumettre des contre-propositions. S'ils ont cette idée, j'imagine qu'ils la réaliseront ensemble. C'est leur part du gâteau, l'Union nationale africaine du Zimbabwe, Front patriotique, ne disparaîtra pas de cette façon. Quant au président Robert Mugabe et à l'Union du Zimbabwe, Front patriotique, ils chercheront à obtenir un nouveau mandat de 5 ans lors de l'élection qui aura lieu en 2018. Et on passe sans plus tarder à aujourd'hui la Chine. Bonjour Zhao Jiajing. Bonjour Yves. Une partie d'édition s'il vous plaît. Alors nous allons ouvrir cette partie avec le virus Zika qui est un casse-tête pour beaucoup de pays pour l'instant. Infecté par le virus en Chine se rétablit alors qu'il se trouve toujours en quarantaine. L'homme de 28 ans a été exposé après être entré en contact avec une personne au Venezuela quelques jours avant de rentrer à Guangzhou le 9 février via les Pays-Bas et la Russie. Le patient a été repéré alors qu'il faisait de l'international de Guangzhou. Le premier patient atteint de la maladie a quitté l'hôpital de la province du Jiangxi dans l'est du pays dimanche alors qu'il était. Les symptômes du virus Zika qui se propage par un moustique sont notamment la fièvre, des douleurs articulaires, des maux de tête et des douleurs musculaires. Afin de conforter la croissance dans le pays, les planificateurs de haut rang ont rappelé que la priorité serait toujours donnée au secteur de l'emploi. Les investissements restent l'un des principaux moteurs de la croissance. 5 000 milliards de yuans d'investissement ont été sur les secteurs des services à haute valeur ajoutée. La Chine doit désormais poursuivre son chemin et accentuer les efforts de réduction des surcapacités dans les industries gourmandes en énergie, telles que dans la production d'acier et de charbon. Beaucoup craignent que le pays soit mis sous pression suite à de grandes vagues de licenciements. Le porte-parole de la CNDR a rappelé qu'il n'y avait pas de raison pour s'inquiéter car les fondamentaux de l'économie chinoise restent solides et que de nouveaux moteurs de croissance sont en train d'émerger.
Les fondamentaux de l'économie chinoise sont bons. La campagne actuelle visant à encourager le secteur privé porte progressivement ses fruits. Le gouvernement chinois s'est fermement engagé à poursuivre son soutien aux industries gourmandes en énergie dans leurs efforts de rééquilibrage de leurs effectifs. En tant qu'organe de planification économique de haut rang, les Chinois suivent avec grand intérêt les contours tracés par la CNDR s'agissant de la stratégie de croissance pour les 5 prochaines années. Zhao Chenxin a rappelé que la première version de la proposition avait déjà été revisée par la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale populaire le mois dernier et sera soumise en priorité lors de la prochaine session plénière. L'Organisation mondiale du commerce s'est prononcée en faveur de fabricants d'acier chinois dans une affaire de dumping de produits excédentaires qui les opposait à l'Union européenne. Le ministère chinois du commerce s'est réjoui de cette décision et demande à présent à l'Union européenne de mettre un terme aux mesures anti-dumping qui grèvent les exportations chinoises à destination du marché européen. L'avis rendu par l'OMC clôture la procédure engagée par l'Union européenne il y a 10 mois. L'enquête anti-dumping effectuée sur les exportations chinoises d'acier a débuté en avril dernier. Le gouvernement chinois a insisté pour que l'OMC ait le dernier mot dans la mesure où la Chine, comme l'Union européenne, sont membres de l'organisation. L'OMC a déclaré que les mesures anti-dumping européennes prises à l'égard des fabricants d'acier chinois étaient contraires au droit du commerce international. L'Union européenne a prévu d'abandonner ces mesures d'ici 3 semaines. Le rapport a obtenu l'approbation du ministère chinois du Commerce. Il s'agit d'une bonne décision pour l'Union européenne qui va mettre fin au protectionnisme en vigueur et se conformer aux règles de l'OMC. Nous nous en félicitons. Nous espérons que l'Union européenne va procéder à ces changements sous peu et abandonner les mesures anti-dumping qui touchent les exportations chinoises. L'industrie sidérurgique européenne est de moins en moins compétitive du fait d'une demande faible et de coûts de production élevés. Les pertes d'emplois vont sans doute être nombreuses dans le secteur. Le ministère chinois du Commerce a déclaré qu'il souhaitait que les deux parties travaillent ensemble sur la question sans pour autant avoir recours à des mesures protectionnistes. Nous espérons que l'Europe et la Chine vont renforcer leur coopération commerciale et fournir plus d'opportunités à leurs industries sidérurgiques respectives en répondant au problème mondial de surcapacité ensemble. En adoptant des mesures protectionnistes, nos partenaires européens portent atteinte à l'industrie sidérurgique dans son entier et au commerce international. Chen a également précisé que la Chine se réservait le droit d'engager d'autres procédures afin de défendre les intérêts légitimes de sociétés chinoises ayant subi les effets négatifs de ces mesures protectionnistes. Le porte-parole du ministère chinois du Commerce, Shen Danyang, a par ailleurs souligné que la Chine adopte une position d'ouverture face aux pourparlers sur le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, ou bien le TTIP. M. Chen a expliqué que les négociateurs des États-Unis et de l'Union européenne ont conduit 11 sessions de pourparlers sur l'ambitieux accord de TTIP, mais des différences substantielles demeurent encore. S'il est adopté, l'accord transformerait significativement le paysage du commerce international. M. Chen a ajouté que la Chine prend une attitude d'ouverture face aux négociations du TTIP, à condition qu'elles soient conduites de façon transparente. La Chine adopte toujours une position d'ouverture face aux accords de libre-échange qui permettent la libre circulation des biens et des personnes. En d'autres mots, nous souhaitons que toutes les discussions traitant de libre-échange se déroulent dans un cadre basé sur des principes d'ouverture, de transparence et d'inclusion. C'est seulement de cette façon que nous pourrons créer un meilleur environnement pour le commerce international. La découverte des ondes gravitationnelles par des chercheurs aux États-Unis incite des scientifiques dans le monde entier, dont ici en Chine, à se plonger davantage dans l'univers. Les scientifiques ont annoncé qu'un programme de recherche sur les ondes gravitationnelles appelé TAITI allait leur permettre de mener leurs propres recherches sur cette avancée scientifique. Xu Geng nous en parle plus. Capter les ondulations dans l'espace-temps. Après la découverte stupéfiante aux États-Unis des ondes gravitationnelles, la Chine cherche à devenir un leader mondial dans ce nouveau domaine. Alors que les recherches menées par l'américain LIGO se faisaient depuis un observatoire au sol, les scientifiques de l'Académie des sciences de Chine passent à un niveau supérieur en travaillant sur une détection directement depuis l'espace.
Depuis l'espace, on peut détecter un spectre bien plus large qui pourra contenir bien plus de données. Nous pourrons alors mesurer une grande quantité de trous noirs et d'ondes gravitationnelles générées à l'origine par le Big Bang. Si on compare les études sur les ondes gravitationnelles à une composition musicale, LIGO ne serait que le prélude et la détection depuis l'espace en serait la partie principale. Les ondes gravitationnelles peuvent être utilisées comme un outil pour sonder les confins de l'univers ou même pour trouver ses origines. Si les scientifiques parviennent à intercepter l'information sur la source des ondes, ils pourront utiliser des moyens totalement nouveaux pour étudier les trous noirs et d'autres corps célestes. La Chine va soit prendre part au projet ELISA de l'Agence spatiale européenne pour partager de l'équipement, soit elle enverra dans l'espace son propre satellite de détection des ondes qui s'inscrira dans un projet parallèle à ELISA. Le projet Taiji n'est qu'une partie du grand plan spatial de la Chine. De nombreuses équipes étudient les ondes gravitationnelles avec différentes méthodes et différents objectifs. Si on prend l'analogie musicale des scientifiques concernant les différentes fréquences des ondes gravitationnelles, alors Taiji a pour objectif de détecter la voix haut perché. Le radiotélescope géant dans la province du Guizhou est à l'écoute de la voix moyenne. Et un autre plan en cours d'élaboration, Ali, espère entendre les premières secousses du Big Bang. Et voilà, c'est la fin de cette partie. Et maintenant, retour au plateau. Yves, c'est à vous. Eh bien, merci pour l'ensemble de ces éclaircissements. Et c'est donc la fin de cette édition. Merci de votre attention et à très bientôt sur CCTV Français.